Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver à ce rendez-vous politique Surface de vérité dans le fauteuil blanc ce soir. C'est l'un des poids lourds de la scène politique burkinabé. Depuis l'insurrection, on ne l'avait plus trop vu sur les scènes de télé. C'est sa toute première grande interview depuis cette époque. L'éléphant est dans la place ce soir. Il s'agit bien sûr du président de l'ADF-RDA, Gilbert Noël Ouédraogo. Bonsoir. Bonsoir, M. Guébéré. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, l'opposition dans son ensemble, y compris l'ADF-RDA, vient de descendre dans la rue pour dénoncer la gouvernance. Comment vous vous êtes senti dans cette position-là d'opposant, vous qui étiez de l'autre côté de la majorité présidentielle il y a quelques années déjà, se retrouver comme ça dans la rue à battre le pavé pour dénoncer la gouvernance? Comment on se sent? Nous nous sommes sentis bien. Il faut rappeler que notre parti, le RDA, est quand même un parti qui a toute une histoire parce que c'est l'ancêtre des partis au Burkina Faso. Donc nous avons connu et le pouvoir et l'opposition. Et c'est ainsi donc que ce n'est pas la première marche que nous organisons. Au temps du décès de Norbert Zongo, nous avons déjà battu le pavé avec le collectif des forces démocratiques. Et nous avons aussi battu le pavé avec le collectif des organisations démocratiques de masse. Et aujourd'hui, nous sommes à l'opposition et c'était normal donc qu'ensemble, nous allions dans la rue. Et je dois dire que ça s'est très bien passé et ça nous a rappelé des souvenirs que nous avions avant d'accéder au pouvoir. Mais vous savez, c'est cela l'alternance. Vous allez du pouvoir à l'opposition et de l'opposition au pouvoir. C'est quelle démarche qui est la bonne, à votre avis? La bonne démarche, c'est celle toujours de partir de l'opposition au pouvoir. Parce que bon, là, nous sommes à l'opposition, donc il ne nous reste plus qu'à aller au pouvoir et conquérir le pouvoir d'État. Et vous comprenez que là, c'est l'une des voies, par exemple, c'est pour se faire entendre, la marche. On a vite fait de parler d'une opportunité, par exemple. Vous aurez pu organiser des conférences de presse ou juste des meetings en salle, comme l'a fait le parti au pouvoir. Vous avez fait l'option de la rue. Oui, en fait, il y a deux réponses à cela. La première des réponses, c'est que le parti au pouvoir est en place depuis 2 années et demie. Et depuis ces 2 années et demie, nous n'avons eu de cesse de dénoncer un certain nombre de comportements. À ce niveau, nous avions déjà fait l'évaluation des 100 premiers jours et nous avions parlé de tâtonnement. Et en son temps, on nous avait dit vous partez trop vite en besogne, il ne s'agit que des 100 premiers jours et attendez de voir à mi-mandat. Après, nous avons fait donc le bilan d'1 année. Là également, on nous a dit vous êtes trop pressé et nous avons fait le bilan de 2 années et demie, mi-mandat. Et là, nous avons constaté que malgré nos conférences de presse, malgré nos interpellations, malgré le meeting que nous avons tenu, le pouvoir fait la sourde oreille. Mieux, lorsque le pouvoir est sorti, c'est pour dire qu'il s'agit d'une opposition de salon qui se complaît dans des pleurnicheries au lieu de faire une véritable opposition. Donc c'est comme si c'était une interpellation à aller dans la rue. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est de dire que nous pensons que la situation de notre pays est telle que nous ne pouvons pas nous rendre complices de cet état de délitement de l'État burkinabé. Et il fallait donc que nous puissions, sur les points de malgouvernance et sur la question de l'insécurité notamment, appeler tous les citoyens de bonne volonté à descendre dans la rue pour réveiller le pouvoir qui somnole. Et notre objectif, nous pensons qu'il a été atteint parce que nous avons organisé cette marche-là pour répondre. Maintenant, est-ce qu'elle était opportune? Oui ou non? Nous disions qu'elle était opportune. Et aujourd'hui, le peuple a montré qu'elle était opportune en adhérant de façon massive à cette marche. Plutôt peut-être en réveiller, en apportant des solutions, en faisant dans la réflexion plutôt qu'en prenant la rue? Non, la réflexion, nous avons eu à la faire. Mais vous savez que dans le jeu démocratique, le pouvoir gouverne et l'opposition s'oppose. Notre rôle, c'est de pointer du doigt tout ce qui est malgouvernance afin d'attirer l'autorité qui a les leviers de l'État, afin que cette autorité travaille à apporter les réponses au peuple burkinabé.
Ils ont été élus sur la base d'un programme. Et ce programme-là, ils le mettent en œuvre. Ils sont censés pouvoir apporter les réponses aux préoccupations des Burkinabés. Mieux, ils avaient dit pendant la campagne qu'ils avaient non seulement l'expérience, mais en plus de cela, ils sont la solution. Et donc aujourd'hui, nous voyons que la solution est en panne. Vous étiez dans la majorité présidentielle vers la fin du régime Compaoré. Vous avez vu toutes ces mobilisations de rue. Et quand on est de l'autre côté et qu'on regarde ces formes de mobilisation, quel sentiment ça fait justement? Disons qu'en son temps, nous avons été très préoccupés parce que vous savez que l'ADF-RDA faisait partie de la majorité présidentielle, mais vous savez aussi que nous n'avons pas voulu faire partie du Front républicain. Nous avons refusé d'être membres du Front républicain. Nous avons refusé d'être membres de la mouvance présidentielle. Nous avons refusé de voter la loi sur le Sénat. Nous avons refusé de participer aux élections sénatoriales. Nous nous sommes opposés même au CCRP publiquement à la modification de l'article 37. Donc nous n'avons pris part à aucune marche en son temps, les marches recto verso, parce que nous pensions que cela pouvait faire courir un risque en son temps à notre pays, parce que nous pensions que c'était par le dialogue que nous devions trouver les solutions aux problèmes qui se posaient à nous. Aujourd'hui, nous continuons de dire qu'à l'ADF-RDA, nous pensons que le dialogue doit prévaloir. Mais encore faut-il qu'il y ait dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, si l'interlocuteur n'écoute pas ce que vous dites, vous n'allez pas à la rue parce que vous aimez être dans la rue. Vous allez dans la rue parce que vous êtes contraint d'aller dans la rue. C'est la peine dans l'âme que nous nous retrouvons dans la rue. Alors, un test réussi pour vous, pour l'opposition? Oui, tout à fait. Parce que pour une première marche, je dois dire que nous avons eu la bénédiction de Dieu. Et quand on sait que le travail qui a été abattu, le travail colossal, avec toutes les rentrées, avec toutes les débauches d'énergie, de moyens, pour rendre cette marche, pour que cette marche ne puisse pas se tenir correctement, pour démobiliser, et quand on voit le résultat, pour un premier coup d'essai, je dirais que c'est un coup de maître, parce que ça fait quand même, depuis l'insurrection, la première fois que l'opposition appelle les forces nationales, les forces vives, à se retrouver pour une marche citoyenne. Et pour vous, ça veut dire quoi? C'est un désaveu pour le pouvoir? C'est une légitimité pour l'opposition aujourd'hui? Mais tout à fait. Ça voudrait dire que le peuple, dans sa grande majorité, est déçu, parce que le peuple n'a pas le sentiment que l'insurrection qui a été faite a porté les résultats attendus. Le peuple a le sentiment qu'aujourd'hui, nos gouvernants se comportent comme s'il n'y avait même pas eu d'insurrection dans notre pays, le Burkina Faso. Et alors, il est important d'attirer l'attention de nos gouvernants, de manière à ce que ces gouvernants puissent se rappeler que dans ce pays, nous avons connu des moments difficiles et que le peuple, à un moment donné, a dénoncé un certain nombre de faits de malgouvernance, la lutte contre la corruption, l'instrumentalisation de la justice et la vie chère, bien d'autres points, la politisation de l'administration. Et au jour d'aujourd'hui, après la transition, après les élections, on constate que rien n'est fait pour que cela change. Et c'est le message justement que vous voulez faire passer? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour nous, le message que nous voulons faire passer, c'est de dire au pouvoir en place, réveillez-vous, apporter les réponses aux préoccupations des Burkinabés, car les Burkinabés, non seulement ils sont dans la faim, ils sont dans les difficultés, ils sont dans le désarroi, mais pire, nous perdons nos enfants chaque jour que Dieu fait à travers les forces de défense et de sécurité et même des civils. Donc cette situation, nous ne pouvons pas fermer les yeux et l'opposition ne peut pas être complice de cette situation en se taisant. Alors, Vincent Dabiligou, ministre en charge des Transports, vous avez été ministre en charge des Transports justement, alors il dit si l'opposition pense que c'est en marchant qu'elle va développer le pays, alors qu'elle marche. Oui, tout à fait. Bon, je comprends qu'ils le disent. S'il dit cela, c'est ce qu'il pouvait dire en réalité, parce que lui, il voudrait bien que l'opposition ne marche pas. Ben, en réalité, c'est parce que nous pensons que si la majorité travaillait à développer le pays, nous n'aurions pas à marcher. Mais si l'opposition, si la majorité qui a pris l'engagement de travailler sur la base d'un programme ne met pas en œuvre ce programme et nous ne voyons pas les réalisations et nous voyons que le peuple est abandonné à lui-même, nous sommes obligés de marcher pour dénoncer cette situation dans laquelle nous sommes, où il y a une malgouvernance qui est reconnue de tous
et où il y a une situation où nous n'avançons pas, nous faisons du surplace. Et donc, il est du devoir de l'opposition de dénoncer cela. Et c'est ce qui pourrait réveiller justement le pouvoir en place pour que le pouvoir qui a été élu pour faire développer le pays travaille à développer le pays. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'action qui semble aller dans le sens de développer le pays dans l'intérêt de tous les Burkinabés. Alors, le Premier ministre, lui, il estime qu'avec cette opposition-là, elle est partie pour faire 50 ans dans l'opposition parce qu'il estime qu'il n'y a rien en face, comme on le dit de façon vulgaire. Est-ce que là, cette marche, c'est le signe qu'au niveau de l'opposition, c'est un CEFOP désormais homogène qui est capable effectivement de mobilisation? D'abord, justement, pour cette marche, l'opposition montre effectivement qu'elle est capable de s'organiser et qu'elle est capable d'apporter la réponse. Mais il faut dire que cette marche va au-delà de l'opposition. C'est une marche de toutes les forces vives de la nation. Nous avons fait appel à des organisations de la société civile. Nous avons fait appel à d'autres formations politiques qui ne sont pas membres de l'opposition. Nous avons fait appel à toutes les personnes de bonne volonté qui estiment que le Burkina Faso est dans une période difficile et qu'il faut dénoncer un certain nombre de faits de manière à réveiller nos autorités. Maintenant, pour ce qui est du Premier ministre, je voudrais rappeler que la première fois que j'ai entendu parler de cela, c'était au Sénégal, sous le PS, où on avait dit, s'adressant donc au PDS, au parti de Wade, que l'opposition ferait 50 ans à l'opposition. Malheureusement pour eux, l'élection qui a suivi, le PDS est arrivé au pouvoir. Je crois que lorsque le PDS est arrivé également aussi, après 2 mandats, lors du 3e mandat, des membres encore du PDS, cette fois-ci, ont tenu ce type de langage. Et là également, on connaît le résultat, c'est Macky Sall qui est arrivé au pouvoir. Alors, comme le Premier ministre a été au Sénégal et qu'il sait quelle est la jurisprudence en la matière, peut-être veut-il dire qu'il est conscient qu'en 2020, c'est l'opposition qui sera au pouvoir au Burkina Faso. Sinon, je ne comprends pas qu'on ait fait une insurrection contre un régime qui a fait 27 ans en place et qu'après on vienne et qu'on dise l'opposition fera 50 ans et eux ils seront au pouvoir pendant 50 ans. Vous croyez que les Burkinabés ont marché pour ça? Pour que quelqu'un vienne faire 50 ans après 27 ans? Alors, vous parlez de réveiller le pouvoir. C'est un mot qui ressort dans vos langages, vous, leader de l'opposition politique. Un autre ministre, Éric Bougman, ministre des Infrastructures, il le dit, le pouvoir est bel et bien réveillé. Regardez tout ce qui se réalise comme infrastructure. Récemment, le pont de la Sirba, encore après le pont de la Sirba, il y a eu le pont du Moun. Il y a des réalisations qui se font, il y a des infrastructures routières qui sont inaugurées. Ça veut dire que le pouvoir est réveillé et ça travaille. Disons, d'abord, vous avez plusieurs points sur lesquels ils sont interpellés. D'abord, vous prenez le cas de la sécurité. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le Burkina Faso n'a pas de difficultés en matière de sécurité. C'est très clair. Nous voyons que notre pays est en difficulté. Prenez le cas de la lutte contre la corruption. On ne peut pas dire qu'il y a eu une évolution qui s'est faite dans le domaine de la lutte contre la corruption. Même les promesses qu'ils ont eu à faire en disant qu'ils auront à faire 50 000 emplois par an, vous constaterez qu'ils ont réduit le nombre d'emplois. Au lieu même d'augmenter le nombre d'emplois qui étaient déjà là, ils ont réduit le nombre d'emplois. Maintenant, ils essaient de donner des explications comme s'ils étaient étrangers au Burkina Faso. Moi, je voudrais rappeler à ce pouvoir-là que nous avons quand même une mémoire et nous sommes tous des Burkinabés. Et nous savons que sur les 27 ans de pouvoir du régime passé, ils ont passé 26 années et 2 mois avec ce régime-là. Ils n'ont été à l'opposition que pour 10 mois. Ils disent qu'ils ne décidaient pas. Ils ne décidaient pas. Je voudrais bien qu'ils le disent, mais je voudrais dire que cela aussi doit servir au président Roch Marc Christian Kaboré, parce que demain, ils diront que c'est Roch qui décidait et qu'eux, ils ne décidaient pas. Ça, c'est très grave. Aujourd'hui, ils sont aux côtés de Roch Marc Christian et je ne pense pas que Roch Marc Christian Kaboré soit le seul à décider dans ce pays-là. Il y a une équipe qui travaille. Vous savez, nous sommes des Africains et en Afrique, on dit il n'y a pas de bon chef, ni de mauvais chef. Il y a un bon entourage ou un mauvais entourage. Le chef est ce qu'il est grâce à ceux qui l'entourent. Ils étaient dans l'entourage du chef, ils ont été avec le chef et je sais de quoi je parle parce que j'étais aussi à côté et donc j'ai vu ce qu'ils ont fait à côté du chef. Donc aujourd'hui, je pense que quelqu'un ne peut pas venir dire nous ne sommes pas comptables de ce qui est passé. La politique,
l'engagement politique, c'est d'abord une question de responsabilité. Il faut que chacun s'assume. Et il faut d'abord, pour pouvoir même offrir quelque chose pour l'avenir, il faut d'abord accepter d'assumer son passé. Quand on n'assume pas son passé, on n'a rien à offrir pour l'avenir. Vous avez assumé votre passé? Ah oui, nous, à la DFRDA, nous assumons notre passé, nous avons assumé et nous assumons toujours notre passé. Nous avons dit, par exemple, lorsqu'il s'est agi de la modification de l'article 37, qu'il est important de rappeler que s'il y a un parti qui s'est opposé, bien qu'étant de la majorité, à la modification de l'article 37, c'était bien la DFRDA. À l'époque, lorsque nous avons organisé le CCRP, avant même le CCRP officiel, il y a eu un CCRP au sein de la majorité, parce qu'il fallait désigner 15 personnes de la majorité. Et dans ces 15 personnes de la majorité, il y avait 7 du CDP, 3 de la mouvance présidentielle et 5 de la DFRDA. Voilà, il y avait 15 délégués. Et le ministre Clément Sawadogo était celui qui conduisait la délégation à l'époque au niveau du CCRP. Mais quand nous avons mis en place ce groupe de 15 personnes qui devaient représenter la majorité, nous avons échangé et au sein de la majorité, la DFRDA a estimé que la modification de l'article 37 était inopportune. Et ce point est devenu non consensuel au sein de la majorité même, du point de vue de la position de la DFRDA. Sinon, tous les participants étaient d'accord pour la modification de l'article 37. Et ce compte-rendu a été fait au chef de l'État à l'époque, et il est ressorti donc que la DFRDA était la seule formation politique qui s'opposait à la modification de l'article 37. Mieux, lorsque nous sommes arrivés en séance publique, la délégation du CDP a pris la parole pour dire qu'il y avait consensus pour évoquer la question de la modification de l'article 37. Et le représentant de la DFRDA en séance publique ont contredit donc cette délégation en disant que la DFRDA s'oppose à la modification de l'article 37. Donc ce point même était non consensuel au sein de la majorité avant même que l'opposition ne se prononce sur la question. C'est cela restituer les faits historiques. Les faits historiques, et pour certains, sur certaines parties de l'opinion, l'ADF est pour beaucoup dans l'avènement de cette insurrection, parce que si l'ADF à la dernière minute n'avait pas décidé de choisir le camp du président Blaise Compaoré dans sa position, peut-être que par rapport à la force de l'ADF-RDA à l'époque, peut-être qu'on n'en serait pas là. L'ADF-RDA a examiné la situation et c'est l'occasion pour moi de revenir là-dessus pour dire que contrairement à cette rumeur qui a beaucoup circulé faisant penser que le président de l'ADF-RDA fait à sa tête, qu'il décide tout seul, la décision n'a pas été prise par le président de l'ADF-RDA. Pour arriver à cette décision, il y a d'abord eu une concertation de l'ensemble des députés de l'ADF-RDA. Nous avions 18 députés. Chacun des députés a été consulté individuellement et ensemble, en groupe. Nous avons consulté nos jeunes. Nous avons convoqué le Conseil national des jeunes du parti. Nous avons consulté les femmes du parti. Nous avons consulté les anciens du parti. Et nous avons consulté les cadres du parti. Et nous avons tenu notre réunion du secrétariat exécutif national et du bureau politique qui regroupe 5 personnes par province. On était 375. Et c'est le 26 octobre que l'ADF-RDA a décidé de trouver un compromis. Et pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous sommes restés fidèles à cette vieille sagesse qui dit qu'un mauvais compromis, un mauvais règlement vaut mieux qu'un bon procès. Et pour nous, à force de trop tirer sur la calebasse, on risquait de casser la calebasse et de conduire notre pays dans une situation ingouvernable. Et qu'est-ce qui a été dit? 3 choses. La première des choses, c'est de dire nous restons toujours dans la limitation du nombre de mandats. Au lieu de un mandat renouvelable une seule fois, ce sera un mandat renouvelable 2 fois, mais rétroactif. De telle sorte que même si le président sortant devrait se présenter, il ne pourra que se présenter pour un seul mandat supplémentaire. Et même s'il se présentait, cela ne veut pas dire qu'il passera. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, verrouiller définitivement l'article 37 du point de vue de sa durée et du point de vue du nombre de mandats pour qu'on ne puisse plus modifier l'article 37. Troisième point, quel que soit le candidat qui sera présenté par la majorité, l'ADF-RDA présentera un candidat contre ce candidat. Parce que nous pensions que, pour nous, 2015 devait être le terminus. Maintenant, nous avons pensé qu'à trop tirer, vu que le pouvoir en place
avait décidé d'aller à un référendum pour lever totalement la modification, la limitation du nombre de mandats, nous avons pensé qu'il fallait trouver un compromis pour éviter l'affrontement. Parce qu'en son temps, on parlait de la mise en place des comités anti-référendum. Et il n'était pas exclu que le pouvoir mette en place des comités pour le référendum. Et tout cela allait se passer sur l'ensemble du territoire national. Pour vous, l'intérêt du pays, c'était le plus important? Pour nous, le plus important, étant justement le plus ancien des partis politiques, nous ne devions plus regarder l'intérêt de notre formation politique, mais devions regarder l'intérêt national et éviter que, par notre prise de position, le pays ne sombre dans le chaos. Justement, on a eu l'impression que c'est cette prise de position qui a entraîné le pays dans le chaos. Non, c'est en cela que j'ai dit que nous avons assumé notre part de responsabilité, mais que chacun assume sa part de responsabilité. L'ADF-RDA n'a jamais demandé de modifier l'article 37. L'ADF-RDA n'a jamais présidé un congrès disant qu'il fallait modifier l'article 37. Nous n'étions pas demandeurs de la modification de l'article 37. Vous parlez de qui? Le CDP, avec ses responsables de l'époque, et notamment le président actuel qui était le premier responsable. Ils ont travaillé à modifier l'article 37. Nous avons essayé de nous interposer parce que nous avons senti qu'il y avait une fracture et nous avons essayé de nous interposer. Mais c'est ce qui arrive lorsqu'il y a une bagarre entre deux fractions opposées. Celui qui essaie de s'interposer de bonne foi est souvent celui qui récolte tous les pots cassés. L'ADF-RDA, en voulant s'interposer, a récolté les pots cassés. Mais je vous invite à ne pas voir le résultat obtenu par l'action, mais à voir le résultat qui était celui qui était recherché par nous, à travers la prise de position que nous avions eue. Et nous pensons que, quoi qu'on dise, à froid, si les uns et les autres analysent objectivement la situation, ils diront que la position de l'ADF-RDA a été pour quelque chose, pour apaiser la situation. Parce que si l'ADF-RDA n'avait pas pris cette position, et si le CDP devait continuer pour la modification de l'article 37, je ne suis pas sûr que la situation se serait dénouée de la manière dont elle s'est dénouée. C'est parce qu'il y a eu cette proposition, ce compromis tendant à régler la question au niveau de l'Assemblée nationale, que les dégâts ont pu être limités dans la ville de Ouagadougou. Sinon, nous, ce que nous voyons, c'était le risque que cela ne s'étale. Maintenant, quand je dis que nous avons accepté, assumé notre part de responsabilité, parce que quand nous pensions cela, nous n'avons pas évalué le niveau de colère qu'il y avait. Et c'est là où nous disons que nous avons manqué de pouvoir apprécier l'état de colère d'une certaine partie du peuple et nous reconnaissons notre part de responsabilité, mais nous avions agi de bonne foi. Et nous disons, si l'ADF-RDA a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que le vase était déjà plein. Et qui a rempli le vase? C'est ceux qui étaient là avant nous, l'ADF-RDA, ils ont travaillé à remplir le vase. Et il faut que chacun accepte de dire quelle a été ma part de contribution pour qu'on puisse remplir le vase. Pensez-vous que s'il n'y avait même pas eu de congrès disant qu'on allait modifier l'article 37, est-ce qu'il y aurait même eu insurrection au Burkina Faso? Est-ce que l'ADF-RDA se serait prononcé? Donc pour vous, il faut repartir vers les architectes. Il faut, pour moi, lorsque nous avons, après l'insurrection, reconnu notre part de responsabilité, nous avons dit, nous assumons notre part de responsabilité, nous voulons une véritable réconciliation nationale des fils et des filles, mais nous voulons qu'il y ait vérité, justice et réconciliation nationale. Et vous avez l'impression pour nous, cette vérité-là doit consister à que chaque acteur dise ce qu'il a fait. Et vous pensez pour que nous aboutissions au niveau du pouvoir actuellement, vous parlez notamment du président Roch-Marc Christian Kaboré à l'époque, vous parlez de Simo Kompa. Vous estimez qu'eux refusent par exemple d'assumer leurs responsabilités dans cette affaire? Tout à fait. Parce que quand les gens parlent du régime passé comme s'ils étaient étrangers à ce régime, moi je ne peux pas comprendre cela. Vous ne pouvez pas être le cœur d'un régime et demain, du jour au lendemain, vous vous comportez comme si vous étiez étranger à ce régime. Ce n'est pas possible. Je pense que nous devons être constants. Nous devons assumer nos prises de position. Et je voudrais dire que justement si on assumait ces prises de position-là, notre pays ne se trouverait pas dans la situation où il se trouve aujourd'hui. Parce que nos hommes politiques doivent être conséquents. Et chacun doit assumer sa part de responsabilité. Et moi, je revendique un devoir de redevabilité de toute la classe politique. Ce n'est pas l'ADF-RDA seul qui doit rendre compte.
Mais tout le monde doit rendre compte. Tous ceux qui ont été passifs, tous ceux qui ont été actifs, parce que chacun a une part de responsabilité. Au-delà des partis, les acteurs. Voilà, les acteurs. Parce que chacun a sa part de responsabilité. Maintenant, les niveaux de responsabilité sont plus ou moins élevés. Mais chacun a péché par action, par omission. Ou par action ou par omission. Alors, récemment, pour le débat justement par rapport à toutes ces questions, vous entendez certains leaders donc, du parti au pouvoir, ils estiment que c'est décent qu'un parti comme l'UPC se retrouve dans l'opposition avec des partis comme l'ADF-RDA, comme le CDP par exemple. Enfin, bon, moi, je pense que quand ils le disent, ils ne le croient pas. Parce que quand vous regardez, il y a beaucoup de gens qui étaient au CDP, qui se sont retrouvés, ou à l'ADF-RDA, qui se sont retrouvés au MPP, et qui sont des élus du MPP, et qui occupent de hautes fonctions au sein du MPP. Ça ne leur a pas posé de problème. Ensuite, prenons les partis politiques. Vous avez des partis qui étaient de la mouvance présidentielle, qui ont soutenu la modification de l'article 37 jusqu'au dernier jour, qui ont été accueillis à bras ouverts au sein de la majorité. Donc aujourd'hui, quand ils disent que l'UPC ne devrait pas se retrouver avec les anciens partis de la majorité, je ne sais pas de quoi ils parlent, parce qu'eux-mêmes, ils ne donnent pas l'exemple, puisque eux-mêmes travaillent avec d'anciens partis de la majorité. Donc c'est pour cela que je dis qu'il faut être conséquent. Et puis, de toutes les façons, nous sommes tous des Burkinabés. Personne n'a perdu sa nationalité de Burkinabé. Et nous avons tous les mêmes droits dans ce pays, le Burkina Faso. Pourquoi veut-on interdire à une partie de Burkinabé de travailler avec d'autres partis de Burkinabé? Quand je dis une partie, ce n'est pas le parti politique, mais je dis une partie de notre pays. Parce que chaque parti, que ce soit l'ADF-RDA, que ce soit le CDP, nous représentons quand même quelque chose. Imaginez ce que nous avons subi pendant l'insurrection. Nous avons été les victimes de cette insurrection. Il y a eu des morts dans votre famille? Oui, il y a eu des morts. Mais au-delà de cela, ce que je voudrais dire, nos partis ont été suspendus sous la transition. On nous a interdit la présentation des candidats de tous nos anciens députés. Malgré tout cela, nous avons fait un score. Nous avons fait mieux que des partis qui étaient au-devant de l'insurrection. Ça veut dire que si on avait laissé le peuple burkinabé choisir, le peuple burkinabé, c'est là où il veut aller. Le peuple burkinabé aurait choisi celui qu'il voulait. L'ADF-RDA a la légitimité? Ben, naturellement que nous avons la légitimité. Si après insurrection, nous avons eu 3 députés, ce n'est pas rien après ce que nous avons vécu, après la stigmatisation que nous avons vécue, avec de nouvelles. Tous les 3, ce sont des gens qui ont été candidats tête de liste pour la première fois à une élection législative. Et leurs noms ont été donnés à 2 semaines des élections. Et nous avons eu 3 députés. Il y a des partis qui se sont présentés avec leur président et toute leur liste. Et le résultat est autre. C'est donc dire que le peuple, s'il avait la latitude et la liberté de choisir, aurait choisi ses mandats librement. Mais là, on a voulu tordre la volonté du peuple en lui imposant des candidats choisis. Alors, on a vu récemment le débat sur la question de la réconciliation nationale à travers la CODER. Vous menez ce combat. Récemment, on a vu le HCRUN, le Conseil pour l'unité et la réconciliation nationale, qui a fait venir des experts des Nations Unies pour parler de justice transitionnelle. C'est une de vos visions. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que ça veut dire que le pouvoir peut-être est en train de vous rejoindre dans ce sens? Ben, ce serait une bonne chose parce qu'en réalité, aujourd'hui, il faut dire que le pouvoir, en arrivant, avait 2 possibilités, à mon avis. Lorsque le MPP a été élu et qu'ils sont arrivés au pouvoir, le premier choix, c'était d'ouvrir les boulevards de la réconciliation nationale à travers la convocation d'un forum national qui allait regrouper toutes les filles et les fils du pays pour pouvoir faire une véritable catharsis nationale où les vérités allaient être dites. Et nous allions faire vérité, justice et réconciliation nationale pour que nous puissions passer à autre chose. Cela n'a pas été fait. Deuxième chose que le MPP pouvait faire, c'était de dire nous avons connu une insurrection, nous sommes arrivés au pouvoir, il faut amener cette insurrection à son terme. Amener l'insurrection à son terme, c'est quoi? C'est mettre de côté toute la classe politique qui, dans la grande majorité, a conduit à cette insurrection.
Parce que l'insurrection, pour moi, jusqu'à preuve de contraire, a été une faillite de la classe politique nationale. Si la classe politique burkinabé s'était assumée dans son ensemble et avait pris les bonnes décisions, chacun en ce qui le concerne, nous ne serions jamais arrivés à cette insurrection où nous avons perdu des fils. Et faire aboutir l'insurrection, c'était d'aller au bout et d'arriver avec une nouvelle classe politique et une nouvelle génération politique, avec un nouveau regard sur la politique. Sinon, quand les gens vous parlent, qui n'a pas été avec le régime passé. Aujourd'hui, on veut faire peau neuve, mais c'est difficile, les réalités sont là. On ne peut pas effacer une histoire qui a existé. Alors, c'est donc un débat qui reste posé, la réconciliation, qui semble être aussi une condition sine qua non pour régler un certain nombre de problèmes aujourd'hui que le pays vit, par exemple. Oui, je pense que la réconciliation, elle est importante. Et puis, il ne faut pas avoir une vision réductrice de la réconciliation. Est-ce qu'effectivement, il ne faut pas véritablement, comme on l'a dit, c'est d'abord une question de volonté politique, la réconciliation, parce qu'on semble tout ramener à la justice. Tout à fait. Parce que les gens on a tendance à dire que c'est une affaire de politique. Ça va au-delà des politiques. Quand nous parlons de réconciliation, la justice ne peut pas régler toutes les questions de la réconciliation nationale. Parce que la réconciliation, c'est de s'asseoir, de se dire les vérités depuis les indépendances jusqu'à nos jours, tous les dysfonctionnements qui ont été constatés au niveau de l'État, tous les torts qui ont été créés aux uns et aux autres, d'en discuter et de restituer la vérité historique pour que chacun se sente burkinabé et citoyen burkinabé à part entière. Ensuite, c'est les faits qui doivent être jugés, que ces faits-là soient envoyés à la justice, soit à la justice transitionnelle, c'est notre option, ou à la justice moderne. Mais je crois que la justice moderne n'est pas la mieux placée pour régler ces faits. Enfin, que nous allions à la réconciliation nationale. Mais il y en a qui pensent que la réconciliation, ce n'est pas une affaire qui doit être faite maintenant, parce qu'ils pensent que la réconciliation doit être réglée seulement par la justice. Quand on parle de la question des jeunes, le problème de l'emploi des jeunes, il y a quelque chose à faire. Il faut arriver à faire en sorte que les jeunes burkinabés se sentent intégrés dans la société burkinabé, sentent que ces problèmes sont pris en compte. Quand on parle par exemple des questions des zones de pâturage et au niveau des zones d'élevage et des champs coutumiers, il y a des difficultés. Il y a une réconciliation à faire à ce niveau. Quand on prend la question même de la diaspora burkinabé, il y a un besoin de réconciliation entre les Burkinabés vivant à l'extérieur et les Burkinabés vivant à l'intérieur. Quand vous prenez la question du droit à l'accès à la terre, du foncier, il y a plusieurs questions qui doivent être débattues. Quand vous prenez même les grilles salariales, on avait parlé de la question de rediscuter justement de la masse salariale. C'est toutes ces questions-là. Quand nous parlons de réconciliation nationale, ça va au-delà des questions de justice, ça va au-delà de l'insurrection de 2014. Parce que l'histoire du Burkina n'a pas commencé en 2014. Et avant 2014, il y a eu la période avant indépendance, la période d'indépendance, et tout cela doit être inclus et pris et réglé définitivement pour que les Burkinabés se donnent la main. Parce que si les Burkinabés ne regardent pas dans la même direction, si leurs cœurs ne sont pas apaisés, ils ne peuvent rien construire ensemble. Et c'est pour ça qu'on dit que la réconciliation est utile et importante. Il y en a qui font dans le déni, qui estiment qu'il n'y a pas de problème de réconciliation. Oui, comme vous le dites, il y en a qui font dans le déni. Et ça arrive. Vous savez, même dans une famille, vous avez des gens qui estiment, qui ferment les yeux, qui font la politique de l'autruche, qui refusent de reconnaître qu'il y a un problème. Mais l'État doit s'assumer. Les responsables doivent s'assumer parce qu'ils sont conscients qu'il y a un problème. Tout le monde sait, on n'a pas besoin d'être un expert en sociologie ou en anthropologie ou en examen de société pour savoir qu'il y a un problème dans la société burkinabé. Prenez le cas de l'incivisme. Même en circulation, quand vous voyez les Burkinabés en circulation, vous sentez qu'il y a un problème. Même quand vous êtes sur votre voie prioritaire, il faut voir comment ceux qui viennent en face et qui ne sont pas prioritaires, comment ils vous traitent. Tout ça montre que nous avons besoin de nous réconcilier. Quand vous voyez comment les gens sont lynchés facilement dans la circulation, pour un oui ou pour non, pour un non, quand vous voyez la violence qui s'installe, il faut exorciser tout ça. Parce que le Burkinabé n'était pas violent, le Burkinabé n'était pas méchant. Mais comment en est-on arrivé à cela? Il y a un ras-le-bol.
Il y a de l'instrumentalisation politique aussi. Vous, les politiques, vous instrumentalisez parfois la population. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit qu'on doit assumer. Il y a eu de l'instrumentalisation. C'est comme l'insurrection. Au départ, l'insurrection, c'était des gens qui criaient leur ras-le-bol. Mais souterrainement, il y en a qui se sont glissés avec des objectifs politiques et ont confisqué l'insurrection. Aujourd'hui, les résultats s'y fait que les insurgés sont les premiers à être amers parce qu'ils se sont dit que tout ça pour ça. Ils ont mené cette insurrection au prix de leur vie, mais quand ils font le bilan, hors micro, ils vous disent clairement qu'ils regrettent ce qui s'est passé parce qu'ils ont vendu leur vie pour rien. Au résultat, il n'y a aucun résultat. Alors, la question justement aujourd'hui, on l'a vu, hein, c'est des moments, toutes ces actions de consultation dans le cadre justement de la situation sécuritaire. Vous avez conduit une délégation du CFOP chez le Premier ministre. Là, on sent que sur la question sécuritaire, il y a cette démarche, le gouvernement tente quand même de travailler à rallier l'ensemble des fils et des filles du Burkina par rapport à la cause. C'est peut-être cela qu'il faut faire aussi dans d'autres domaines. Tout à fait, exactement. Et cela a été salué unanimement par l'opposition, par la majorité. Et sur ma page Facebook, j'ai vu que tout le monde, même les personnes les plus radicales souvent sur leur message, tout le monde unanimement a salué cette démarche de l'opposition et cette démarche du pouvoir. Malheureusement, ça n'a pas été loin. Le Premier ministre nous a félicités. 2 jours après, il s'est retrouvé dans une autre enceinte. Il a dit que l'opposition restera 50 ans et que cette opposition n'est pas responsable. Les hommes politiques doivent être conséquents dans leur langage. Parce que le peuple nous regarde et le peuple observe. Finalement, à force de vouloir tourner l'autre en dérision, on finit soi-même par être dans la dérision. Parce que les gens ne vous comprennent plus. Ils se disent, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Les Burkinabés ont besoin d'une seule chose aujourd'hui. Ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin d'avoir le minimum pour vivre. Et il faut qu'on sorte de la politique politicienne. Nous, c'est la leçon que nous avons tirée de l'insurrection. Et c'est pour ça que nous disons, nous devons assumer notre part de responsabilité et puis regarder maintenant vers l'avenir et travailler dans le sens de la cohésion, de la réconciliation nationale, de l'unité nationale et permettre à notre pays de décoller enfin. Parce que quand vous regardez aussi ceux qui sont en place, en termes de programme, ils ont été élus pour mettre un programme en place, mais ils ne travaillent pas à mettre en œuvre leur programme. Ils travaillent plutôt à accuser les autres. Les autres sont responsables de tout. Prenons la situation sécuritaire, par exemple, justement, où on estime que il y a la dimension politique n'est pas écartée par rapport à cette question du terrorisme, par exemple. On a vu que le ministre de la Sécurité, lors d'une sortie, a effectivement dit clairement que certains seraient proches de l'ancien régime. Nous avons évoqué cette question lors de la rencontre avec le Premier ministre où était présent le ministre de la Sécurité. Et nous avons interpellé donc ces autorités en disant qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur tout le monde. Il faut qu'ils aillent plus loin en indexant les personnes, s'il y a des personnes connues. Et le ministre de la Sécurité et le Premier ministre sont revenus pour nous dire qu'ils n'ont jamais cité un parti de l'opposition. Et ils n'ont jamais dit que c'était l'opposition qui était responsable. Ils ont parlé de personnes, mais ils n'ont jamais indexé un parti politique et qu'à ce jour, aucun parti politique n'est concerné de l'opposition. Ensuite, ils n'ont jamais visé l'opposition. Mais nous leur avons dit, soit, en cette période où on appelle à l'union sacrée de tous les fils, il faut avoir une communication qui rassemble. Vous ne pouvez pas tenir un langage qui est clivant, un langage qui divise et vouloir qu'il y ait de l'union sacrée. Il faut que dans vos termes même, on sente que vous vous appelez à l'union de toutes les filles et de tous les fils du pays. Mais nous ajoutons, l'union sacrée pour nous, à notre entendement, veut dire nous mettre ensemble pour lutter contre ce phénomène. Mais ça ne veut pas dire nous mettre ensemble pour faire la politique de l'autruche et ne pas dénoncer ce qui doit être dénonçable, ne pas dire la vérité sur ce qui doit être dit, ne pas pointer les points sur lesquels le pouvoir doit agir de manière à ce que nous sortions de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, sur cette question sécuritaire, justement, on a vu depuis un certain temps, vous dites l'opposition, le pouvoir dort, mais on sent qu'il y a quand même un réveil à travers un certain nombre d'actions fortes annoncées. Il y a ce fonds de soutien, par exemple, aux forces de défense et de sécurité. Il y a ce pôle judiciaire spécialisé qui a été créé, un conseil des ministres. On a vu qu'au niveau du Parlement également, avec le président de l'Assemblée nationale, il y a
il y a eu cette réflexion, cette session extraordinaire, avec derrière pas mal de recommandations. Les choses bougent quand même, non? Oui, tout à fait. Et nous nous réjouissons parce que tout cela est à mettre à l'actif de l'opposition. Vous aurez remarqué que c'est depuis notre conférence du 4 septembre que le Conseil de défense a été convoqué, que la session extraordinaire a été convoquée de l'Assemblée nationale, que le fond, les textes sur le fond ont été adoptés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être même une coïncidence. Aucune coïncidence, parce que ce n'était pas prévu. Et nous sommes à l'Assemblée, nous avons des députés à l'Assemblée. On a vu comment tous ces ordres du jour ont été inscrits. D'ailleurs, c'était une session extraordinaire. Donc, ce n'était pas une session ordinaire. Ça veut dire que tout cela est venu à partir du moment où l'opposition a dénoncé un certain nombre de faits. Peut-être aussi avec la recrudescence des attaques. C'est une très bonne chose. Ensuite, l'appui dont vous parlez au FDS. C'est l'opposition qui a été la première force à proposer une cotisation. Et quand l'opposition a fait cette proposition, on s'est mis à se moquer de l'opposition et à dire que les forces de défense ne prendront même pas cette somme. Quand on a vu, après réflexion, que l'opinion adhérait à cette idée, on a fait cotiser les députés. Après, on a travaillé sur le fond. Après, on a même vu des jeunes d'un parti politique qui disent qu'eux aussi vont cotiser pour aider les forces de défense, mais eux ne feront pas de publicité. Il n'y a pas meilleure façon de faire une publicité que d'aller dire à la presse qu'on va faire, mais on ne fera pas de publicité. Donc, c'est dire que c'est l'opposition aujourd'hui qui donne le là. En fait, c'est pour ça que nous disons le pouvoir dort qui se réveille. Et chaque fois que nous menons des actions, le pouvoir se réveille. Et la marche de ce jour, je pense que ça va être encore un élément qui va réveiller davantage le pouvoir et faire en sorte que le pouvoir avance. Nous, par exemple, à l'ADFRDA, sur la question sécuritaire, nous avons fait des propositions. Parce que souvent, on nous dit aussi qu'on ne fait pas de propositions. On fait des propositions, mais ce n'est pas notre rôle de faire des propositions. C'est le rôle à ceux qui ont dit qu'ils sont la solution d'apporter les réponses aux problèmes. Mais néanmoins, par amour pour notre patrie, nous faisons des propositions. Nous avons dit, par exemple, qu'à l'heure actuelle, compte tenu de la situation sécuritaire, le référendum doit être reporté sine die. C'est-à-dire qu'on ne doit plus parler de référendum et les 24 à 25 milliards prévus pour le référendum doivent être redéployés pour que cela vienne en aide, en appui aux forces de défense et de sécurité, de manière à leur permettre de faire face à la menace sécuritaire. Qu'est-ce que le pouvoir peut faire dans ce contexte-là du terrorisme? C'est vrai que c'est une réalité mondiale. Chaque pays essaie à sa façon d'apporter la riposte, mais il y a que c'est difficile. On a comme l'impression que parfois l'opposition a la critique facile sur les sujets sécuritaires. Non, l'opposition n'a pas la critique facile. Nous savons que c'est difficile. Mais ceux qui sont au pouvoir savaient avant d'arriver au pouvoir que c'était difficile. En réalité, vous savez, quand moi j'étais au ministère des Transports, pour faire une petite digression, quand mes DG venaient me dire « Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas réaliser ce travail avec les hommes que nous avons et avec le budget que nous avons, parce que nous n'avons pas suffisamment de compétences, nous n'avons pas suffisamment de budget. » Je disais au DG, vous savez, c'est pour ça que vous êtes DG. C'est à réussir à faire avec le peu de moyens et avec le peu d'hommes. C'est ça la différence. Mais si vous ne pouvez pas faire, ce n'est pas compliqué, cédez votre place, on mettra un autre DG qui, avec les mêmes moyens et le même personnel, fera quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Si le pouvoir en place se rend compte qu'ils ne sont pas capables de le faire, qu'ils n'ont pas les ressources humaines, intellectuelles suffisantes pour faire face à la situation, qu'ils en tirent les conséquences et qu'ils permettent à d'autres personnes de pouvoir apporter la réponse. Sur la question de la gouvernance, on voit un peu partout tous ces cas de détournement, de marché litigieux qu'on soulève un peu partout. Est-ce que vous dites sur la question de la gouvernance, on a fait un bond en avant depuis l'insurrection ou alors vous pensez que les choses sont pires? Bon, moi je pense que, comme cette histoire qu'on racontait, cette anecdote où on disait qu'un monsieur disait que quand il est arrivé à la tête de son pays, ils étaient au bord du gouffre et il a fait un pas en avant. J'ai le sentiment qu'ils ont fait un pas en avant dans ce sens. C'est bon? Ouais. Les choses n'ont pas évolué. On a vu des mesures, on a vu des personnalités, des DG qui sont retrouvés en prison. Les choses ont évolué, mais dans le mauvais sens. Ça s'est empiré. Qu'est-ce que pensez-vous, par exemple, de ce cas récent du ministre, l'ex-ministre de la Culture, Tahirou Barry, qui est avec vous aujourd'hui dans l'opposition? Effectivement, par rapport à sa gestion, l'audit sur sa gestion du ministère de la Culture, avec sommé par l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption de rembourser plus de 400 millions de francs CFA.
Ce que j'ai pu lire comme tout le monde, et j'ai vu aussi sa lettre, il a répondu, il a donné son argumentaire, et je dis qu'il appartiendra à... Nous sommes dans un état de droit, et il appartient donc aux autorités compétentes de faire leur travail. Mais je voudrais dire que ce qui serait regrettable, si tout cela est fait tout simplement parce qu'il n'est plus avec eux, ce serait regrettable. Et nous, c'est ce que nous disons. Nous voulons une véritable réconciliation. Nous voulons une véritable justice, pas la justice du plus fort, pas la justice du vainqueur ou la justice du faible, mais nous voulons que cette justice soit la même pour le plus fort et le plus faible, pour le plus riche et le plus pauvre. Et c'est en cela qu'on pourra créer les conditions d'une véritable réconciliation. Parce que la justice en elle-même, elle peut être un élément de réconciliation nationale quand elle est juste, impartiale et équitable. Mais si la justice est instrumentalisée, elle devient un élément d'accentuation de la crise sociale que vit le pays. En tout cas, il y a des procès qui sont ouverts, comme le procès du Push, par exemple. Là, la justice est mise à rude épreuve, notamment la justice militaire, qui, pour certains, ne devrait plus exister. Oui, tout à fait. Vous savez que la justice militaire, dans la constitution actuelle, elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans la constitution du Burkina Faso. Ce n'est que dans la constitution à venir que la proposition est faite d'intégrer donc la justice militaire. Et vous savez aussi que dans les principes généraux de droit, la justice militaire, c'est déjà un tribunal d'exception. Donc, ce n'est pas un tribunal de droit commun. Et vous constaterez donc que devant cette juridiction, plusieurs avocats se sont désistés parce qu'ils ont constaté qu'on n'appliquait pas la règle comme elle devait se faire. Donc, il y a un problème à ce niveau. Et c'est pour cela que nous disons, oui, nous sommes d'accord pour la justice. On a dit que ces procès sont faits à titre éducatif, c'est important. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on avait été à ces procès en pensant instruire certaines personnes, mais j'ai le sentiment que ceux qui ont initié ces procès sont eux-mêmes en train d'être instruits aujourd'hui. Parce que ces procès font sortir des éléments que personne ne savait et qui mettent à mal la juridiction. J'espère qu'ils vont arriver à trouver des solutions et j'espère surtout qu'on va faire en sorte que le droit triomphe dans tout ce qui va être fait. Aujourd'hui, on parle d'indépendance de la justice. C'est vrai qu'il y a eu récemment le cas colonel Auguste Denis Barry, récemment le cas Safiatou Lopez, activiste, mais aussi Naïm Touré. Du coup, on s'interroge aujourd'hui sur cette véritable indépendance de cette justice. Oui, vous savez, c'est ce que nous avons dit. Du point de vue des libertés publiques, nous assistons à un véritable recul. Ce n'est pas normal qu'après l'insurrection, ceux qui ont été les fers de lance de l'insurrection soient récompensés de cette manière. Mais vous savez, pour paraphraser cette phrase qui dit que la révolution mange ses enfants, j'ai le sentiment aussi que l'insurrection mange ses enfants. D'accord. Alors, parlons justement des élections de 2020 qui s'annoncent. Et déjà, pour le pouvoir, cette marche-meeting de l'opposition, en vérité, c'est une pré-campagne qui est annoncée. L'opposition est déjà en campagne? Non, l'opposition n'est pas en campagne. S'il y a quelqu'un qui est bien en campagne dans ce pays, s'il y a quelqu'un qui est candidat déclaré, c'est bien le président du Faso qui a fait cette déclaration depuis Koussiam pour dire qu'il n'était plus le président de tous les Burkinabés, mais à partir de cette date-là, il devenait un président candidat. Et donc, il a commencé sa campagne. Alors, une manière pour vous donc peut-être de préparer aussi 2020, de tester déjà ce que vaut les partis de l'opposition. Les partis de l'opposition se préparent chacun pour 2020. Tantôt, nous allons parler de la situation de notre parti. Nous nous organisons suffisamment et nous ne cachons pas donc nos ambitions en tant que parti politique. Mais là, nous avons mené une action au nom, c'est une action citoyenne et civique, parce que nous constatons que le pays va mal. Et là, nous pensons qu'il faut dénoncer cela, et nous le faisons ensemble, et ça va au-delà de l'opposition, comme je l'ai dit. C'est toutes les forces vives de la nation qui se sont retrouvées pour dénoncer donc, cette malgouvernance dans laquelle nous baignons depuis 2 ans et demi.
Depuis l'insurrection, certains analystes disent l'ADF-RDA, c'est un parti qui n'a plus de poids. Que vaut l'ADF-RDA aujourd'hui? Vous savez, le regretté président Gérard Kango Ouédraogo disait en politique, 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2. L'ADF-RDA est toujours bien présente. L'ADF-RDA a sa place. Nous n'avons eu que 3 députés tout simplement parce que cela a été le résultat d'une loi exclusionniste qui a été faite à dessein pour décimer la tête de l'ADF-RDA. Mais vous savez que notre parti a plus d'un ressort parce que c'est le seul parti d'ailleurs dans l'histoire du Burkina Faso, de la Haute-Volta à nos jours, depuis avant les indépendances, qui a toujours existé. Et donc il a toujours su se remettre en cause, il a toujours su tirer les leçons aussi sur ses erreurs et se relancer. L'éléphant a tout de même un pied cassé, non? On a vu aussi ses départs, Maître Bouba Yaguibou pour le CDP, le docteur Zakaria Tiamtore. Oh, l'éléphant n'a pas un pied cassé. Vous savez, l'éléphant, il est assez costaud. Et ce n'est pas nouveau. Et puis bon, il n'y a pas que dans notre parti où il y a des départs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre management qui cause ces départs? Je ne pense pas que ce soit mon management, parce que si c'était mon management, on ne serait pas toujours en contact. Je pense qu'à un moment donné, chacun a tiré les leçons. Et puis je crois aussi que l'insurrection a été pour quelque chose. Parce que beaucoup n'ont pas compris pourquoi l'ADF-RDA a été victimisée à ce point. Beaucoup ont estimé que nous étions tout simplement de bonne foi. De la politique. Voilà. Et certains ont été dégoûtés totalement de la politique parce qu'ils se sont dit, mais on ne comprend pas. Finalement, on tape sur nous parce que nous sommes le maillon faible. Sinon, on sait d'où vient le problème. Pourquoi c'est l'ADF-RDA qui est indexé, alors que tout le monde sait où se trouve le problème? Parce que l'ADF-RDA est le maillon faible du système? C'est comme ça que vous l'avez vécu? C'est comme ça qu'on l'a vécu. C'est ça la vérité. Est-ce que vous pensez que pour tout un pays, une seule personne ou un seul parti peut être celui qui est responsable de la situation de ce pays-là? Et les autres, ils faisaient quoi? Ils dormaient là? Ils n'ont aucune part de responsabilité. Ils n'ont aucun engagement. C'est l'ADF-RDA qui gérait le Burkina Faso. Et c'est nous qui sommes responsables de tous les péchés d'Israël. Et puis les Burkinabés, pour certains, ont cette capacité d'oubli qui est phénoménale. Ils ont cette capacité de pardonner d'un côté et de condamner de l'autre côté qui intrigue. Vous vous demandez quels sont les critères qu'ils utilisent pour juger. Du 2 poids 2 mesures dans le pardon? Voilà. Heureusement que ce n'est pas la majorité des Burkinabés. Et la majorité des Burkinabés qui sont de bonne foi savent que faire la part des choses. Et c'est pour cela justement que nous nous exprimons aussi. Parce qu'il faut dire qu'en son temps, il y a eu un déficit de communication de l'ADF-RDA. Et vous croyez que si j'avais été seul à prendre cette décision, en tant que président de l'ADF-RDA, je serais toujours assis en étant président de l'ADF-RDA? On ne m'aurait pas mis à la porte? Si je suis aujourd'hui, après tout ce que nous avons traversé, le président de l'ADF-RDA, ce n'est pas pour autre chose. C'est parce que nous savons tous dans la maison que je n'ai été que le porte-parole d'une décision qui a été prise à l'unanimité. C'est vrai que d'autres ont dit après, par la suite, pour trouver de nouveaux refuges, qu'ils n'étaient pas associés, mais tout le monde était associé. Moi, je n'ai été que le porte-parole d'une décision qui a été prise à l'unanimité, débattue, individuellement et collectivement. Et c'est le 26 octobre que nous avons pris cette décision. Après, on va dire que oui, nous avons été soudoyés, mais je voudrais vous dire une chose. Vous avez reçu d'1 million? Ce qui est faux. Je voudrais vous dire une chose que beaucoup ne savent pas. Entre le moment où nous avons décidé de soutenir, de trouver le compromis, le 26 octobre, et l'insurrection, le président Blaise Compaoré et moi, nous ne nous sommes jamais rencontrés. La dernière rencontre que j'ai eue avec le président Blaise Compaoré, c'était cette rencontre où j'avais dit qu'il n'était pas bon de modifier l'article 37. Donc quand nous avons tenu notre bureau politique national et nous avons décidé de trouver le compromis, de cette date jusqu'à l'insurrection, le président Blaise Compaoré et moi, nous ne nous sommes pas rencontrés. La seule fois qu'on s'est rencontrés, c'était après l'insurrection. Donc nous n'avons même pas eu le temps, j'ai même pas eu le temps de le rencontrer pour lui dire que nous avons marqué notre accord au compromis.
Alors aujourd'hui, la DFRDA, tout comme les autres partis de l'opposition, c'est vrai que depuis un certain temps, du côté du CDP, on voit des sorties se multiplier pour la mise en place de structures au niveau des concentrés. Mais est-ce que là, 2020, c'est déjà demain? Est-ce que vous dites que le pouvoir s'endort, le pouvoir dort, mais est-ce que l'opposition aussi ne dort pas justement par rapport à la perspective de 2020? Ben justement, ce matin, le chef de file disait, donc, à la marche meeting que nous avons tenue, le chef de file disait que lorsque l'opposition somnole, le pouvoir ronfle. Et c'est pour cela que nous nous réveillons. Et quand on se réveille, il court. Donc c'est dire effectivement aussi que l'opposition devrait davantage être sur le terrain. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et je disais tantôt que nous organisons la rentrée politique de notre parti, la DFRDA, les 5 et 6 octobre à Waïguia, sur un thème d'actualité. Quelle réponse face aux défis sécuritaires du Burkina Faso? Nous allons nous pencher donc sur cette question et apporter notre contribution en tant que parti politique. Mais ce sera l'occasion aussi pour nous de nous organiser et de nous mettre en ordre de bataille pour 2020. Parce que vous ne m'avez pas posé la question, mais je vous le dis tout de suite, la DFRDA en 2020 ne soutiendra pas un candidat en dehors de la DFRDA. La question allait venir justement. Présentera un candidat issu de ses rangs en 2020. Et ça sera vous? Ça dépendra. Nous allons organiser un congrès. Nous avons une série d'activités justement à partir de notre rentrée qui va être couronnée par notre congrès en 2019 à Boubou-Dioulasso. Nous aurons une tournée sur l'ensemble du territoire, nos structures à remettre en place. Et c'est à ce congrès, probablement, que nous allons désigner le candidat de la DFRDA. Mais il est certain que si mon parti estime que je suis à même de pouvoir porter ces couleurs, c'est avec fierté que j'endosserai cette couleur et je me battrai corps et âme parce que je pense que j'ai besoin de me réconcilier avec mon peuple et parce que je pense aussi que j'ai quelque chose à apporter à ce peuple. J'ai suffisamment d'expérience, j'ai suffisamment de recul. L'insurrection vous a suffisamment instruit? Avant l'insurrection, j'ai été instruit. L'insurrection m'a doublement instruit. Après l'insurrection, j'ai été instruit. Et aujourd'hui, j'estime que j'ai les capacités intellectuelles suffisantes et nécessaires pour conduire les destinées de ce pays, le Burkina Faso, et que je peux travailler à rassembler surtout les fils et les filles du Burkina pour un véritable développement, et surtout faire une autre politique. Faire une autre politique qui est celle d'être à l'écoute du peuple et de dire la vérité du peuple, plutôt que d'être là dans la politique politicienne. Est-ce que vous êtes capable, vous, acteur de la CEP, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, faire une autre politique, c'est avec de nouvelles têtes, ce n'est pas avec vous. Avec de nouvelles têtes? Il faut un changement, carrément. C'est vrai que vous n'êtes pas de cette génération de Simon Compaoré ou autres, mais vous avez suffisamment d'expérience sur cette scène qu'on se dit que oui. Mais ce serait du gâchis de mettre cette expérience de côté. Il faut qu'on utilise cette expérience qui est à la disposition de mon pays. Parce qu'en fait, moi, je suis là pour servir mon pays. Donc, cette expérience que j'ai, elle peut être utile pour mon pays. En réalité, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et on est aussi dans une dynamique d'alliance. On parle de baobab, c'est vrai que l'éléphant c'est un baobab. Ouais. Comment on se positionne par rapport à tout ça dans la perspective? On pourrait peut-être s'attendre à voir la DFRDA en alliance avec le MPP par exemple en cas de second tour? Non, disons que vous avez parlé tantôt de baobab et vous avez parlé de l'éléphant. Imaginez un éléphant au milieu de baobab. Comment ça se passe? Nous avons une nature, nous avons les éléphants, nous avons les baobabs. Vous voyez quand même, vous pouvez comparer les choses. Maintenant, les alliances, je pense qu'aujourd'hui, l'opposition est en train de discuter et de voir. Probablement que l'opposition arrivera à conclure des alliances. Mais en tout cas, il est clair que 2020, de notre point de vue, il va être difficile que quelqu'un passe au premier tour. Ah bon? Ouais. Au Mali, Soumaïla Cissé a dit pareil, mais on a vu comment les choses se sont passées. Après, c'est vrai qu'il y a eu ce second tour, mais... Voilà, il a dit et ça s'est réalisé. Ça va être difficile que quelqu'un passe au premier tour. Même pour vous dire, pour restituer la vérité historique, même en 2015, s'il n'y avait pas eu l'exclusion, il n'y aurait pas eu un coup KO au Burkina Faso.
C'est l'exclusion qui a facilité le premier tour, qui a fait en sorte qu'il y ait. Et pourquoi je le dis? C'était des élections couplées. Vous prenez les voix du MPP et de ses alliés des élections législatives de 2015, vous prenez les voix de l'UPC, du CDP, de l'ADF-RDA, de la NAFA, bien que ces trois partis, CDP, ADF-RDA, NAFA, n'ont pas eu leur candidat connu présenté, vous prenez ces voix-là, plus les voix de l'UPC, nous avons la majorité absolue. C'est dire que s'il n'y avait pas eu exclusion, il n'était pas exclu que celui qui soit en place soit une autre personne. Alors vous pensez que logiquement 2020, il y aura un second tour? 2020, forcément, il devrait y avoir un second tour. Parce qu'au pouvoir, on parle encore du coup KO. Hein? Oui, mais ça c'est normal. Comme vous l'avez dit, je vous retourne votre exemple. Pendant que Soumaïla Cissé disait qu'il y aurait un deuxième tour, au Mali, il disait aussi que c'est un coup KO. Mais après, ils ont dit au deuxième tour qu'en réalité, c'est une très bonne chose et que s'ils avaient dit un coup KO, bon, eux-mêmes, ils savaient naturellement qu'il y aurait un deuxième tour. Bon, il ne faut pas décourager ces électeurs dès le départ. Voilà. Et finalement, Ibeka, on dit, malgré tout ce qu'on a dit sur son bilan, rempilé, ça vous dit que quand on est au pouvoir, c'est difficile de perdre sur le deuxième mandat. On a vu aussi des chefs d'État qui ont perdu lors de leur deuxième mandat. Donc, ce n'est pas exclu, tout est possible. C'est ouvert en tout cas. Et puis, bon, chacun y va pour la conquête du pouvoir. Et d'ailleurs, justement, ça me permet encore de dire que j'ai été surpris parce que mon confrère Maître Sankara, Benewende, disait qu'à travers cette marche, je l'ai suivi sur une radio, il s'inquiétait de ce que l'opposition lorgnait le fauteuil de Roch-Marc Christian Kabore. Cela m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, première chose, finalement, Maître Sankara ne lorgne plus le fauteuil il ne veut plus être président du Faso. Qu'est-ce qui se passe? Il est à la majorité. Même nous, on était à la majorité, mais on disait qu'on voulait quand même prendre le pouvoir. Donc, je ne sais pas si lui ne veut pas le pouvoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'il sache que même si lui ne lorgne plus le fauteuil parce qu'il a autre chose, nous, c'est notre travail de lorgner le fauteuil du chef de l'État. L'essentiel, c'est que ce soit légal. Nous avons été constitués pour conquérir le pouvoir d'État. Et ce pouvoir-là, il appartient au peuple. Et si le peuple nous le donne, nous le prenons. Donc je ne vois pas comment un démocrate peut s'inquiéter de cela. Alors, le débat aujourd'hui, c'est au niveau aussi de la Commission électorale nationale indépendante. Hein. Vous avez vu tout ce qui s'est raconté, les passes d'armes entre le commissaire de l'opposition et le président de la CENI. Ça veut dire que l'enjeu aussi de 2020, c'est aussi à ce niveau, le fichier électoral. Oui, voilà, parce que le code électoral pose véritablement un problème. Et ce problème-là doit être résolu. Premier problème que pose le code électoral, c'est cette plateforme électronique qu'on veut imposer par la force. Cette plateforme électronique va créer plus de problèmes qu'elle n'arrivera à résoudre. Il ne faut pas créer les conditions d'une crise. Le code électoral a toujours été le fruit d'un consensus de la classe politique. Même le régime passé dont on a affublé de tous les péchés d'Israël, ce régime a toujours travaillé à ce que le code électoral, les grandes lignes soient adoptées de manière consensuelle. Aujourd'hui, on a franchi ce Rubicon, on adopte un code électoral par un forcing. On veut imposer une plateforme électronique que personne ne veut. Ça pose problème. Au-delà de cette plateforme, vous avez la question on parle d'équité alors qu'on établit une inéquité et une inégalité. On permet à ceux qui se sont inscrits avec des actes de naissance de pouvoir voter jusqu'en 2020, alors qu'on interdit à des Burkinabés qui ont des cartes consulaires biométriques de voter avec ces cartes en 2020. Il y a un problème. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a douté un peu de la crédibilité de ces cartes consulaires. On ne va pas refaire le débat. Nous sommes en fin d'émission. Vous allez me dire ce que vous pensez de Zéphirin Diabré. Zéphirin Diabré, c'est un libéral, c'est un républicain. Il sait mettre les formes. Et je sais que c'est quelqu'un qui se bat comme il peut, mais il aime son pays, le Burkina Faso. Et je ne le vois pas en train de travailler à brûler son pays. Simon Compaoré? Simon Compaoré, c'est quelqu'un que j'ai apprécié quand il était à la mairie de Ouagadougou. J'ai même voulu à un moment donné, lorsque j'étais maire, qu'il soit celui qui allait être le parrain de ma cérémonie. C'est donc dit que c'est quelqu'un pour lequel
j'ai eu beaucoup d'estime. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, la position qu'il occupe doit l'amener à travailler, à rassembler les Burkinabés. Surtout qu'il adore répéter qu'il est fils de pasteur. Je pense qu'il faut que ses actes témoignent du fait qu'il est fils de pasteur. Et pour terminer, Roch-Marc Christian Kaboré? Roch-Marc Christian Kaboré, j'ai eu à travailler avec lui. C'est un aîné. J'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai travaillé avec lui à l'Assemblée nationale. Il est affable. Mais je dis aujourd'hui, il est le président du Faso. Et on ne gouverne pas. Comme a dit Laurent Gbagbo, la présidence, là, ce n'est pas un banc. C'est un fauteuil. Il n'y a pas de place pour 2-3 personnes. Il est le président du Burkina. Et il a vu ce qu'on a dit de l'ancien régime. Tous ceux qui ont entouré Blaise disent aujourd'hui que c'est Blaise qui était responsable de tout. Demain, on dira que c'est Roch qui était responsable de tout. Qu'il assume sa responsabilité. Merci, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Surface de Vérité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je recevais pour vous Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF RDA. Excellent suivi de programme sur notre chaîne. Bonsoir.